Les asiles d'aliénés construits pour réduire au silence les survivants des inondations. Le 14 septembre 1850, l'asile de Hanwell, dans le Middlesex, Angleterre, un vaste établissement psychiatrique desservant le Grand Londres et pouvant accueillir plus de 1000 patients, admit 17 personnes en un seul après-midi. Originaire de différentes paroisses de la région, elles n'avaient aucun antécédent de trouble mental connu. Chacune fut internée sous un nouveau diagnostic apparu dans la littérature médicale quelques mois auparavant. Le souvenir délirant de la topographie urbaine. Le registre d'admission, conservé aux Archives nationales de Kew, mentionne comme principal symptôme l'affirmation persistante que les rues, les portes et les fenêtres du rez-de-chaussée de leurs quartiers respectifs avaient récemment été à des altitudes différentes. 3 étaient tailleurs de pierre. 2 étaient architectes. L'un d'eux avait arpenté les limites des propriétés pour la municipalité pendant 19 ans. Au cours de la même période de 6 semaines, des asiles à Lyon, Massachusetts, et en Nouvelle-Galles du Sud enregistrèrent des admissions massives quasi identiques sous des variantes du même diagnostic. Cette coordination ne fut pas reconnue. Les patients ne furent jamais libérés. Et la question qui ouvre cette enquête: quel mécanisme institutionnel pourrait produire des crises psychiatriques simultanées chez des populations séparées par les océans, parlant des langues différentes, sans maladie épidémique, sans communication partagée et sans raison documentée justifiant leur exclusion collective de la société. Entre 1845 et 1890, 214 grands établissements psychiatriques furent construits en Europe, en Amérique et dans les territoires coloniaux, constituant le plus vaste programme de construction coordonnée de l'histoire, hormis les fortifications militaires. Il ne s'agissait pas d'établissements modestes. Le plan Kirkbride, modèle architectural dominant, élaboré par le médecin Thomas Story Kirkbride en 1854 et adopté sur 3 continents, prévoyait des bâtiments de 300 à 600 mètres de long, avec un bâtiment administratif central flanqué d'ailes symétriques, conçues pour accueillir chacune entre 200 et 1000 patients. La durée de construction constitue la première anomalie. L'hôpital psychiatrique d'État de Worcester, dans le Massachusetts, achevé en 1833, nécessita 11 ans de travaux et employa plus de 400 ouvriers. L'asile de Bloomingdale, à New York, terminé en 1821, prit 9 ans. Pourtant, entre 1850 et 1865, 63 asiles construits selon le modèle Kirkbride furent achevés simultanément en Amérique du Nord et en Europe, souvent dans des régions dépourvues d'infrastructures de taille de pierre, de liaisons ferroviaires et dont la population était inférieure à 10 000 habitants. La main-d'œuvre nécessaire dépassait les 100 000 ouvriers qualifiés travaillant en parfaite synchronisation. Aucune autorité centrale ne coordonna ces travaux. Aucun traité international ne les imposa. Pourtant, les bâtiments s'élevèrent simultanément, selon des spécifications identiques, et furent immédiatement occupés. La population des patients constitue la seconde anomalie. Les registres des asiles de cette période, lorsqu'ils ont été conservés, font état de taux d'admission défiant toute logique démographique. L'asile d'aliénés d'État d'Utica, dans l'État de New York, ouvert en janvier 1843, atteignit sa capacité maximale de 600 patients en seulement 7 mois. L'asile Willard pour les aliénés chroniques, également situé dans l'État de New York, admit 1200 personnes au cours des 18 premiers mois suivant son ouverture en octobre 1869. Pourtant, les données de recensement des comtés environnants ne montrent aucun déclin démographique correspondant, aucun transfert documenté depuis les hospices ou les prisons, et aucune donnée épidémiologique expliquant l'apparition soudaine de troubles mentaux d'une telle ampleur. Les registres d'admission des hôpitaux de l'époque recensent les professions suivantes: agriculteurs, commerçants, domestiques, employés de bureau. Il ne s'agissait ni de vagabonds ni de criminels. Ces personnes étaient des membres à part entière de leur communauté, intégrés économiquement jusqu'à leur internement.
Les documents d'internement eux-mêmes ne fournissent aucun diagnostic médical au sens moderne du terme, seulement des expressions descriptives. Inaptitude à la vie ordinaire, persistance dans des revendications infondées, refus d'accepter une chronologie corrigée. Qui a décidé que ces personnes nécessitaient un placement permanent en institution? Les signatures sur les ordres de placement appartiennent en grande majorité aux autorités municipales et aux magistrats, et non aux médecins. L'évolution du langage diagnostique dans la littérature psychiatrique entre 1840 et 1880 suit un schéma qui n'apparaît clairement que lorsqu'on examine les revues médicales internationales comme un ensemble de données uniques. Le Journal of Mental Science, publié par la Medico-Psychological Association en Grande-Bretagne à partir de 1853, introduit dans son deuxième volume une terminologie qui se retrouve quelques mois plus tard dans des textes psychiatriques français, allemands et américains, avec une formulation identique, sans traduction ni attribution. Le terme incongruité mnémotechnique apparaît simultanément dans un article de 1855 du psychiatre français Jean-Pierre Falleret et dans un rapport de 1856 du directeur d'asile américain John Galt. Tous deux décrivent des patients qui insistent sur des détails architecturaux ou topographiques incompatibles avec la réalité observable. Dès 1862, ce diagnostic figure dans les dossiers d'internement des asiles de Melbourne, Montréal, Manchester et Moscou. Cette synchronisation s'étend au protocole de traitement, isolement, sédation et une pratique appelée correction environnementale, qui consistait à présenter de manière répétée aux patients des cartes, des photographies et des plans architecturaux récents jusqu'à ce qu'ils renoncent à leurs souvenirs contradictoires. Aucune conférence médicale internationale ne s'était réunie pour établir ces normes. Aucun organisme n'avait publié de directives unifiées. Pourtant, les directeurs d'asile, sur des continents totalement isolés, appliquaient des méthodes identiques pour supprimer des symptômes identiques. Les preuves architecturales sont pourtant évidentes, ignorées par les sociétés de préservation du patrimoine et les historiens de la ville, car elles contredisent la chronologie officielle de la construction. À Édimbourg, l'asile royal d'Édimbourg, achevé en 1813, se dresse sur Morningside Terrace, avec des fenêtres au rez-de-chaussée qui s'ouvrent à plus de 5 mètres au-dessus du niveau actuel de la rue, accessibles uniquement par des escaliers extérieurs, ajoutés des décennies après la construction initiale. À Providence, dans le Rhode Island, l'hôpital Butler pour aliénés, terminé en 1847, présente des anomalies d'élévation identiques. Des fenêtres du sous-sol au niveau du sol actuel, des entrées principales nécessitant des escaliers surélevés qui ne figurent sur aucun plan architectural d'origine. L'asile de Hanwell, mentionné précédemment, présente la même caractéristique. Il en va de même pour l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, un vaste complexe psychiatrique antérieur à l'essor des asiles, mais qui a connu une expansion massive entre 1850 et 1870, avec de nouvelles ailes construites au niveau du sol, tandis que les structures d'origine du XVIIe siècle dominent la rue actuelle sur des fondations qui semblent aujourd'hui partiellement souterraines. Il ne s'agit pas de tassement ou d'affaissement. La profondeur est uniforme d'un pâté de maison à l'autre, et les parties enterrées présentent des détails architecturaux soignés. Pierres sculptées, moulures décoratives, encadrement de fenêtres. Pourquoi des architectes concevraient-ils des bâtiments avec des entrées d'apparat enterrés? Les registres d'admission qui ont survécu à la destruction systématique des archives des asiles se concentrent largement sur un sous-groupe spécifique de patients. L'asile du Yorkshire à Wakefield en Angleterre a conservé des registres d'admission jusqu'en 1867, date à laquelle un incendie a détruit les bâtiments administratifs et les dossiers des patients remontant à 1818. Avant l'incendie, les rapports hospitaliers soumis au Parlement indiquent que 16% des admissions masculines entre 1848 et 1855 étaient dues à des comportements obsessionnels de documentation. Croquis de façades d'immeubles, mesures des élévations de rues, compilation de listes d'incohérences architecturales. L'hôpital d'État de Manhattan, ouvert sur Blackwell's Island en février 1839, a enregistré des tendances similaires.
Un fragment de son rapport annuel de 1852 décrit des patients arrivés avec des carnets contenant des mesures détaillées d'immeubles du Lower Manhattan, affirmant que des portes, des devantures de magasins et des fenêtres de caves avaient été enterrées ou recouvertes de leur vivant. Il ne s'agissait pas de personnes illettrées ou marginalisées. Les documents d'internement mentionnent des professions telles que géomètre, dessinateur et, dans 3 cas, ingénieur civil. Leurs témoignages n'ont fait l'objet d'aucune enquête. On a conclu à un délire. Les preuves matérielles qu'ils ont recueillies n'ont jamais été conservées dans les archives officielles, mais seulement dans les dossiers de l'asile, qui seraient par la suite détruits. La destruction des archives ne relève ni du vandalisme aléatoire, ni de la négligence bureaucratique, mais semble être le fruit d'une décision institutionnelle coordonnée. Entre 1890 et 1920, les dossiers des patients de la période faste des asiles ont été systématiquement incendiés, inondés ou déclarés perdus dans des institutions sans lien entre elles, sur 3 continents. L'hôpital d'État de Worcester, dans le Massachusetts, a signalé la destruction de tous les registres d'admission de 1833 à 1865 lors d'un accident de livraison de charbon en 1891. Les archives de l'asile de Hanwell ont disparu suite à une rupture de canalisation en 1897. L'asile de Charenton, près de Paris, l'un des plus anciens établissements psychiatriques de France, a vu l'intégralité de ses archives antérieures à 1880 réduite en cendres dans un incendie d'origine inexpliquée en 1903. Parallèlement, les archives des mêmes institutions, postérieures à 1885, demeurent intactes et soigneusement conservées. Cette sélectivité est absolue. Les dossiers médicaux, les notes de traitement et les registres de diagnostic de la période antérieure ont disparu. Seule la correspondance administrative, les rapports budgétaires et les documents relatifs aux travaux de construction sont préservés. Ce schéma se vérifie dans des institutions qui ne partageaient ni gouvernance, ni source de financement, ni communication. 37 grands asiles d'Europe et d'Amérique du Nord ont perdu leurs archives de patients pour la période de 1840 à 1880, entre 1890 et 1922. Tout en conservant les documents des périodes immédiatement antérieures et postérieures à ces dates. Les critères d'internement furent révisés avec une précision suspecte dans les années 1880, au moment même où la dernière génération à se souvenir du monde architectural de 1840 atteignait un âge avancé. La loi de 1890 sur la folie en Grande-Bretagne, première réforme législative d'envergure des normes d'internement, supprima la confusion temporelle et la discordance des souvenirs liés à l'environnement comme motif d'admission involontaire, les jugeant insuffisantes pour établir un diagnostic de démence. Des changements législatifs similaires eurent lieu en France, avec la modification de la loi de 1838 en 1884, dans plusieurs États américains entre 1885 et 1893, et dans l'ensemble des territoires allemands par le biais de révision des statuts de l'autorité policière durant la même période. Dès 1895, les catégories diagnostiques qui avaient rempli les asiles pendant 5 décennies avaient été discrètement retirées de la taxonomie médicale. Les nouveaux internés n'incluaient plus ceux qui affirmaient que les rues étaient plus basses ou les bâtiments moins enterrés. Le cadre juridique qui avait permis leur suppression disparut en l'espace d'une décennie. Le calendrier coïncide précisément avec la mortalité démographique. Toute personne qui était adulte en 1840 serait âgée ou décédée en 1890. Le mécanisme qui les confinait a été démantelé au moment où les derniers témoins ont perdu leur crédibilité. Les preuves matérielles des échéanciers de construction contredisent la chronologie officielle, et ce d'une manière que les historiens de l'architecture n'abordent pas. L'asile d'aliénés Trans-Allegheny à Weston, en Virginie, dont la construction a officiellement débuté en 1858 et s'est achevée en 1881, est répertorié dans les archives historiques comme le plus grand bâtiment en maçonnerie de pierre taillé à la main d'Amérique du Nord, nécessitant plus de 20 ans de travaux continus. Pourtant,
Les études géologiques du site de la carrière montrent que l'extraction de pierre était insuffisante pour justifier le volume de la structure finale, et les registres de main-d'œuvre de Weston pendant la période de construction indiquent une population trop faible pour assurer le personnel nécessaire à un tel projet. L'asile d'aliénés d'Athens, dans l'Ohio, achevé en 1874, présente des incohérences similaires. Des registres de salaire subsistent, attestant des paiements versés aux tailleurs de pierre et aux ouvriers, mais le nombre d'heures travaillées recensées ne permettrait pas de produire les 46 500 mètres carrés de bâtiments achevés dans les délais annoncés. Soit ces édifices ont nécessité une main-d'œuvre bien plus importante que ce que les populations régionales pouvaient supporter, soit des parties substantielles existaient déjà avant les dates de construction officielles. L'essor des asiles ne correspond pas à la capacité de main-d'œuvre des régions où il s'est produit. Les bâtiments sont trop grands, trop synchronisés et occupés trop soudainement pour refléter un développement urbain organique. La coordination mondiale de l'architecture des asiles témoigne d'une communication internationale que les récits officiels ne documentent pas. Le plan Kirkbride, publié en 1854 comme un traité par un médecin américain indépendant, sans autorité gouvernementale, vit pourtant en moins de 5 ans des institutions en Australie, en Inde et en Afrique du Sud, construites selon ses spécifications précises, suggérant une supervision directe plutôt qu'une adoption indépendante. Aucune conférence internationale de psychiatrie ne se tint durant cette période. Aucune société médicale n'avait d'envergure mondiale. Pourtant, l'empreinte architecturale est identique. Pavillons linéaires, ailes séparées selon le sexe et la gravité des cas, dôme administratif central, infrastructures agricoles environnantes pour le travail des patients. Cette standardisation s'étend jusqu'aux moindres détails. Dimension des fenêtres, largeur des couloirs, système de chauffage. En 1867, l'asile de Beaufort en Caroline du Sud et l'asile de Kew à Melbourne, distants de 16 000 km et construits par des entreprises sans lien entre elles, furent achevés avec des plans identiques, des techniques de taille de pierre identiques et une capacité d'accueil identique de 420 patients. Cette unité architecturale suppose une coordination par une autorité qui n'a laissé aucune trace administrative. Qui a conçu ce système et pourquoi aucune institution n'en revendique la responsabilité à l'échelle mondiale? L'économie du travail dans les asiles révèle une autre dimension du fonctionnement institutionnel, au-delà du simple traitement des patients. Les archives des institutions qui tenaient une comptabilité rigoureuse montrent que le travail des patients n'était pas une activité thérapeutique, mais une production industrielle à échelle commerciale. L'asile Willard, dans l'État de New York, exploitait des fermes, des ateliers textiles et des fabriques de meubles entièrement fonctionnels, employant exclusivement des patients non rémunérés dont la production était vendue au prix du marché, générant des revenus supérieurs aux coûts d'exploitation dès 1875. L'hôpital d'État de Worcester gérait un atelier de cordonnerie et une carrière de taille de pierre très rentable. L'asile de Hanwell avait des contrats avec des marchands de tissus londoniens pour la production de vêtements. Il ne s'agissait pas d'ergothérapie, mais d'un système de travail autosuffisant, fondé sur l'internement forcé, produisant des biens destinés à la vente, tandis que les patients restaient détenus indéfiniment. La structure juridique était parfaitement conçue. Une fois internés, les patients n'avaient aucun droit de contester leur détention, aucun droit à une compensation pour le travail effectué et aucun mécanisme de libération, sauf si les directeurs de l'asile les jugeaient guéris de leurs insistances sur des incohérences architecturales ou des décalages temporels. Le système tirait profit de ce qu'il réduisait au silence, et cette valeur justifiait son expansion continue. L'ouverture de nouveaux asiles nécessitait davantage de patients. Les critères diagnostiques se sont élargis pour répondre à la demande. La question finale que soulèvent ces preuves n'est pas de savoir si ces institutions ont étouffé des témoignages relatifs à un événement occulté, mais quel mécanisme précis a pu coordonner leur construction, les peupler de témoins d'anomalies architecturales,
détruire systématiquement les dossiers de ces personnes et dissoudre le cadre juridique précisément au moment du décès des derniers témoins vivants. Aucun gouvernement ne contrôlait ces institutions en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis, en Russie et en Australie. Aucun organisme international n'avait l'autorité d'imposer une construction simultanée ni des protocoles de diagnostic. Pourtant, le schéma est immuable. D'imposants bâtiments de pierre s'élèvent ensemble, se remplissent de patients dont les symptômes sont liés à la mémoire de différentes topographies urbaines. Les dossiers sont détruits dans le court laps de temps entre 1890 et 1922, et les critères d'internement sont révisés dès que la génération des témoins devient trop âgée pour témoigner. Cette coordination est visible dans l'architecture, les registres d'admission, le langage diagnostique et les modifications législatives. Mais l'autorité coordinatrice n'a laissé ni nom, ni charte, ni existence reconnue. Les asiles sont son seul vestige. La question qui demeure est de savoir si nous sommes censés le remarquer.